Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être si nombreux pour assister à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC. Coutume et respect oblige, remercions chaleureusement nos sponsors, sans lesquels le débat ne pourrait avoir lieu. Bien sûr, vous les connaissez, il s'agit du groupe La Poste, du cabinet d'audit et de conseil Mazars et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Weave. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, ce débat s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'engagement. À cette occasion, nous avons l'immense honneur de recevoir la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Najat Vallaud-Belkacem. Madame la ministre, Madame la ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le 10 septembre dernier, l'Express, dans un article qui vous était consacré, commençait par ce constat liminaire. Elle est jeune, photogénique, intelligente, bonne élève. Le ton est donné. Et je dois vous avouer que j'aurais bien aimé que le journal de notre école en dise autant de moi, mais passons. Cher public, pour vous donner une idée de l'éminente figure que nous recevons ce soir, sachez que les adjectifs superlatifs hyperboles pour décrire Madame la ministre dans la presse sont tout simplement sidérants. Étoile montante de la gauche, météore, fusée Belkacem, Madame la ministre, vous semblez défier et bouleverser les lois de la stratosphère politique. Honnêteté intellectuelle oblige, je dois quand même prévenir le public que l'on trouve aussi Vallaud-Belkacem, un petit bulldozer souriant et infatigable, pourquoi pas, ou chez les plus extrêmes, pour ne pas dire les plus frappés, l'ayatollah. Quoi qu'il en soit, Madame la ministre, vous êtes la deuxième personnalité politique préférée des Français, selon le dernier baromètre politique CSA pour les Échos et Radio Classique. Ce sondage, qui vous place derrière le revenant Alain Juppé, a, hélas, lieu sous le quinquennat du président le plus impopulaire de la Ve République. Le public attentif me dira, mais alors, est-ce que cela remet en cause la valeur et la crédibilité des résultats? Joker. Toujours est-il que votre parcours fulgurant, votre fraîcheur et vos charmes orientaux fascinent. Ils séduisent aussi, en témoigne l'élégant tweet de l'élu UMP Hugues Foucault, qui, à l'évidence, sait parler aux femmes. Mais comme la scène politique française est impitoyable, l'engouement que vous suscitez est forcément proportionnel aux critiques qui vous sont adressées. Vos détracteurs ne vous reprochent pas seulement votre appétence pour la marqueterie, à savoir dents qui rayent le plancher et langue de bois. On vous reproche également une soi-disant propension au faillotage, communément appelée à l'ESSEC networking, et qui serait, aux yeux de certains bien sûr, la seule et unique explication pour justifier votre étonnant parcours. Et cet étonnant parcours, parlons-en. Né au Maroc, dans la région du Rif en 1977, vous êtes la deuxième d'une famille de 7 enfants. Vous arrivez en France à l'âge de 5 ans et êtes naturalisé à votre majorité. Vous faites vos études à Amiens et intégrez Sciences Po Paris sans passer par la case ZEP. Vous devenez à cet égard une incarnation du modèle de méritocratie de l'école française républicaine, étiquette dont vous aimeriez parfois bien vous affranchir. Et c'est dans la bibliothèque de la rue Saint-Guillaume que vous préparez, avec Boris Vallaud, votre futur époux, le concours d'entrée à l'ENA. Il réussit, vous échouez, une fois, 2 fois, mais tant pis pour l'ENA. Vous entrez au PS en 2002 et dès l'année suivante, vous êtes chargé de mission auprès du sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. Votre carrière politique prend alors un nouveau tournant, mais surtout une toute autre tournure, quand en février 2007, vous devenez, un peu sorti de nulle part, l'une des porte-paroles de Ségolène Royal, en compagnie de Vincent Peillon et d'Arnaud Montebourg. #networking. Le 16 mai 2012, vous êtes nommé ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Véritable coup de maître, vous faites une entrée pour le moins remarquée sur la scène ministérielle. D'abord, en raison de votre jeune âge, 34 ans à l'époque, soit environ 20 ans de moins que la moyenne. Ensuite, à peine arrivé, votre fer de lance a été, j'en ai encore des sueurs froides, l'abolition de la prostitution et la pénalisation des clients. La loi a finalement été rejetée par le Sénat en juillet dernier, ce qui, ouf,
a permis à la crème de la crème des étudiants, petit clin d'œil aux cinéphiles, de pouvoir payer leurs frais de scolarité en paix. Oh là là. Malgré tout, l'année 2012 sera pour vous celle de la consécration. Le trombinoscope, l'annuaire professionnel du monde politique français, vous désigne, dans un élan de mysticisme, révélation politique de l'année, tandis que le journal britannique The Guardian vous consacre un portrait dithyrambique où vous êtes, rien que ça, the new face of France. Le 2 avril 2014, dans le gouvernement Valls I, vous êtes nommé ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, un joyeux micmac de responsabilités qui aurait dû définitivement convaincre la gente masculine que les femmes, et oui, sont bien multitâches. Cela étant, vous ne restez que 5 mois en poste, ce qui n'est pas suffisant pour faire vos preuves et faire aboutir vos projets. Le 26 août, vous êtes ainsi nommé ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous êtes la première femme de l'histoire de la République à accéder à ce titre. Comme on dit ici à Cergy, respect. Votre parcours vitesse-lumière, avec ses quelques allures de hold-up, disons-le, encourage vos détracteurs à vous reprocher de n'avoir comme corpus idéologique eh bien rien, si ce n'est des combats sociétaux. Et alors, quels combats ? Harcèlement sexuel, sexisme, violences faites aux femmes, parité homme-femme, prostitution. Toutes les causes racoleuses et dignes des meilleures zones interdites sont pour vous. Malheureusement, vos passages en saut de puce de ministère en ministère ne vous laissent pas réellement le temps de parachever vos idées et de mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. Du coup, Madame la Ministre, je vous avoue avoir fait une drôle de tête quand j'ai compris que votre prochain combat serait celui de l'éducation, particulièrement à l'heure où l'on ne cesse de répéter que la France compte parmi les mauvais élèves de l'OCDE. Vous êtes déjà le 3e ministre à ce poste depuis le début du quinquennat. Vous récupérez et devez faire appliquer des réformes qui ne sont pas les vôtres. Vous avez à peine 2 ans et demi pour rénover le mammouth qu'est l'éducation nationale avant l'arrivée de 2017 et son lot de sièges éjectables. Vous me rétorquerez sans doute que vous n'avez pas choisi et que vous avez accepté les opportunités qui se sont présentées. #networking. Certes, mais en cette semaine de l'engagement, Madame la Ministre, je vous le demande, est-ce cela défendre une cause, ou tout du moins s'y engager ? Sur cette interrogation, je passe la parole à nos 2 intervieweurs de choc, Tristan et Romain, que je vous demande, s'il vous plaît, d'encourager. Merci à tous et bon débat. Merci Ève et bonsoir Madame la Ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Romain et moi allons effectivement vous poser quelques petites questions. Avant cela, vous disposez d'un droit de réponse à Ève si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Rien n'est obligatoire ce soir. Alors, non, en fait, la plupart des propos de Ève ont été très bien sentis, très justes, à quelques réserves tout de même. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas juste, Ève, de dire que je n'ai pas fait aboutir les projets auxquels je tenais. Je viens de faire adopter, juste avant de quitter le ministère des Droits des Femmes d'ailleurs, un projet de loi auquel je tenais particulièrement, qui a été d'ailleurs promulgué le 4 août dernier, comme un lointain rappel du 4 août 1789, abolition des privilèges pour le coup. Et ce projet de loi, c'est un projet de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a beaucoup de choses dedans et ça nous permet de progresser sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur l'égalité professionnelle, sur la parité. Tout sujet pour lesquels j'espère que vous n'êtes pas encore le nez rivé dessus à votre âge, parce que vous avez la chance, vous les jeunes filles, de faire des études dans cette école à égalité avec les garçons. Mais dans quelques années, peut-être que vous vous rendrez compte qu'il y avait quand même besoin d'une loi pour vous permettre d'accéder à autant d'opportunités professionnelles, notamment que les garçons. Voilà, pour le reste, j'ai trouvé votre propos très, très drôle, donc je commenterai au fil de notre discussion. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Donc nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a 12 ans de cela, donc c'était en avril 2002, vous deveniez militante au Parti Socialiste suite à la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.
Aujourd'hui, vous n'êtes rien d'autre que la 4e ministre dans l'ordre protocolaire de la République française du gouvernement Valls II. Un tel changement d'échelle politique entraîne un changement de votre vie, j'imagine, de votre pratique de la politique. J'imagine que vous faites moins de porte-à-porte depuis que vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Mais est-ce que ça change votre engagement ou est-ce que vous êtes toujours la militante de 25 ans ? Bon, d'abord, j'ai oublié de vous dire bonsoir à tous. Alors, voilà, je le glisse ici. Merci de votre présence. Est-ce que je suis toujours la même qu'il y a 10 ans ? Oui, je me suis enrichie des différentes expériences et responsabilités que j'ai eu la chance d'exercer, c'est vrai, assez jeune. En même temps, ces expériences, elles ne se résument pas aux responsabilités ministérielles. C'est-à-dire qu'avant d'accéder à un ministère, j'ai eu l'occasion d'exercer des responsabilités d'élu local. Donc, entre le militantisme et le ministère, il y a eu toute une période où j'ai appris quand même un peu l'exercice des responsabilités. J'ai eu la chance d'être notamment à Lyon, en charge, à la fois adjointe, en charge de la jeunesse, de la vie associative, des grands événements, de la culture aussi. Donc c'est de la lumière, certains ont dit. Voilà, absolument. La fête des Lumières, pour ceux qui connaissent Lyon, je vous invite à vraiment à y retourner souvent parce que c'est une merveille aux alentours du 8 décembre. Donc, pour vous répondre, oui, la militante est toujours là, les convictions sont les mêmes, simplement on se forge une expérience et forcément, j'espère en tout cas, un savoir-faire qui est plus important 10 ans plus tard qu'il y a 10 ans. Mais la militante est aussi la plus grande zilologue française, zilologue donc langue de bois pour le profane. Vous avez la médaille d'or, dit-on, pour le PS 2014. Est-ce que c'est pour vous une façon nouvelle d'aborder l'engagement, puisque vous avez été engagé tout au long de votre vie? C'est cette semaine, la semaine de l'engagement à l'ESSEC. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus? Bon, d'abord, c'est pas de la langue de bois, mais je commence par vous dire que je trouve ça super que l'ESSEC s'engage dans une semaine consacrée à l'engagement. Bravo. Bravo à l'école, quand même. Je suis très attachée. D'autant que... Après, je refermerai la parenthèse, mais j'ai cru comprendre, je le dis à la direction de l'ESSEC, que vous allez signer une convention avec le service civique, l'agence du service civique. Oui, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs avec un étudiant qui pourra en parler. Et donc, c'est formidable. Voilà, très bien. Bon, maintenant, je vous réponds. C'est quoi la langue de bois ? Non, mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que la langue de bois ? Peut-être qu'on va pratiquer pendant 1h30, je ne sais pas. Non, mais alors, moi, je vais vous dire, le langage que je pratique, que je n'appelle pas langue de bois, vous l'appellerez comme vous voudrez, vous verrez bien au bout d'1h30, c'est un langage dans lequel c'est vrai que j'essaye d'être polie, j'essaye de ne pas parler sans réfléchir, j'essaye de tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de sortir une bêtise, et j'essaye, et c'est vrai que j'ai quand même été porte-parole du gouvernement, forcément ça laisse des traces, j'essaye de donner de la cohérence à l'action gouvernementale. Et donc, quand je suis interrogée sur les dossiers de mes collègues, j'ai plutôt tendance, en effet, à les soutenir dans leur position qu'à vouloir chercher les embêtements ou à chercher les motifs de se distinguer. Donc, si ça s'appelle de la langue de bois, moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est une façon responsable d'exercer de la politique quand des Français nous écoutent, qu'ils ont envie de comprendre ce qu'on leur dit, qu'ils n'ont pas envie d'embrouillamini permanent, et qu'ils ont envie de cohérence au sommet de l'État. Voilà, moi j'estime qu'être cohérent au sommet de l'État, c'est maîtriser sa parole. Et alors en 2007, lorsque vous êtes devenu porte-parole de Ségolène Royal, il y avait un certain nombre de vos acolytes qui étaient inconnus aussi à l'époque. On peut citer Vincent Payon, Arnaud Montebourg. Et toute cette clique, si je peux m'exprimer ainsi, a finalement quitté le gouvernement. Vous êtes un peu la seule survivante. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Comment est-ce que vous expliquez que François Hollande vous ait confié une telle responsabilité ? D'abord, être au gouvernement, et en l'occurrence y rester dans le 3e gouvernement, le Valls II, c'est un choix. Non mais c'est vrai, je veux dire, c'est un choix de ma part, c'est un choix de la part de tous ceux qui ont décidé de rester, et c'est un choix de conviction, c'est pas par faute de mieux. M. Hollande était d'accord quand même. Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont quitté le gouvernement lors du dernier remaniement... M. Montebourg, il a quitté le gouvernement ? Par exemple, ou Aurélie Filippetti, ou d'autres, enfin ceux qui ont quitté le gouvernement, ont présenté les choses comme c'est au nom de nos convictions qu'on quitte ce gouvernement, sous-entendant un peu que ceux qui y restaient avaient renoncé à leurs convictions. Pas du tout, enfin je vous le dis, moi j'y suis restée parce que ma conviction c'est que nous prenons les bonnes décisions, que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il faut continuer. Donc déjà être resté dans ce gouvernement, c'est un choix de conviction, et puis ensuite c'est franchement une formidable opportunité, surtout au ministère de l'Éducation nationale, pour quelqu'un qui a les engagements qui sont les miens.
pouvoir arriver dans ces responsabilités, c'est sans doute la plus belle occasion qui me sera donnée de ma vie de faire en sorte qu'on aille vers un peu plus d'équité et d'égalité. On va en parler. Non. Voilà. Absolument pas. Pas de justice sociale non plus. On va rester encore un tout petit peu sur vous, Madame la Ministre, en tout cas sur votre parcours. Enfin, parce que, en réalité, nous, ce qui nous intéresse aussi beaucoup en tant que jeunes, un peu plus jeunes que vous, en fait, on se sent paradoxalement assez proches. On a eu la chance d'interviewer d'autres ministres avec Tristan, où pour le coup, on avait quelque part une faille générationnelle avec eux, on va dire. Et vous représentez... Voir un gouffre. Pardon. Donc vous représentez avec quelques ministres de ce gouvernement la nouvelle génération. Juste pour savoir, vous avez quel âge? 24 ans. 25. D'accord. Il est vieux, hein. Enfin, il y a quand même plus de 10 ans qui nous séparent. C'est vrai. Oui, mais par rapport à des gens qu'on a envoyés. Bref. Vous représentez avec quelques ministres de ce gouvernement, je vais y arriver quand même, la nouvelle génération de l'élite politique socialiste. Donc on pense bien sûr à Fleur Pellerin, à qui on est très proche ici, puisque c'est une ancienne de la maison. Monsieur Macron, avec qui on est un peu moins proche, mais parce qu'il n'est pas d'ici, mais vous savez. Bon. Mais paradoxalement, vous avez tous les trois des parcours scolaires brillants, certes, mais étrangement similaires à vos aînés. Vous êtes tous plus ou moins issus de Sciences Po, de l'ENA, en tout cas de l'administration. Vous êtes passé, vous, pour un cabinet d'avocats auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Quelle différence faites-vous dans votre parcours scolaire avec des ministres comme, pour ne pas les citer, qui sont venus ici, Laurent Fabius et Michel Sapin, qui, eux, ont également le même parcours scolaire? Comment vous vous différenciez d'eux, ou est-ce que ce sont des modèles pour vous? En fait, moi, fondamentalement, je ne trouve pas que le fait d'avoir fait telle ou telle étude est un problème en soi. Non, mais ce n'est pas une question de problème. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je m'insupporte, voilà, vous voyez, je ne suis pas de langue de bois, m'insupporte les discours de rejet des énarques sur le principe. Vous avez l'impression qu'on les a rejetés? Peut-être pas vous, mais enfin, c'est ce qu'on entend parfois, parce que je suis désolée, moi, je connais des énarques très bien, puis j'en connais des moins bien. Enfin, c'est comme dans tout, puis je connais des plombiers très bien, puis des plombiers moins bien. Donc moi, j'essaye de ne pas faire de généralité. C'est aussi ça quand je disais la maîtrise de la parole. Et honnêtement, le fait que Laurent Fabius ou Michel Sapin, en l'occurrence, aient eu tel parcours scolaire ne disqualifie pas leur parcours scolaire. Non, mais pas du tout. C'est pas une disqualification de leur parcours scolaire. Pour la nouvelle génération. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, du coup, ils se donnent comme des modèles ou pas? Est-ce que pour vous, vous admirez des carrières comme M. Sapin ou comme M. Fabius? Moi, honnêtement, j'ai pas de modèle. Aucun. Je suis désolée, mais non, parce que j'aurai un modèle le jour où j'arriverai à trouver quelqu'un en qui j'admire absolument tout, c'est-à-dire à la fois l'engagement politique, la réussite professionnelle, la réussite personnelle, familiale et tout. Et je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui a réussi à concilier tout ça. Donc, j'ai pas de modèle. En revanche, j'ai des sources d'inspiration. Si vous voulez que je les partage avec vous, honnêtement, elle ne s'appelle pas Laurent Fabius ou Michel Sapin. Elle s'appelle Jean Zé, elle s'appelle Léo Lagrange. Vous voyez, bon, voilà. Il s'appelle les sources d'inspiration. Ah, pardon. Okay. Une, hein. On va reparler cours de français. Voilà. Bref de plaisanterie, nous allons parler budget d'éducation nationale. Alors allons-y. Alors parlons budget, parlons chiffres. En 2015, le budget de l'éducation nationale, c'est le premier budget du gouvernement français. Ça s'élève, pour que tout soit clair pour la salle, à 88 milliards d'euros. Vous me rectifiez si je dis une erreur. Non, c'est parfait. Merci. Ça représente à peu près 50% de plus que le budget anglais, qui est à peu près à 55 milliards, 25% de plus que le budget allemand, pour des nombres d'élèves qui sont approximativement les mêmes, entre 10 millions et 11 millions d'élèves. On connaît les organisations différentes de ces systèmes, on sait que les financements ne sont pas tout à fait les mêmes, donc on ne va pas faire une comparaison trop rapide à la serbe, ce n'est pas le sujet. Mais tout de même, il semble qu'il soit possible de procéder à quelques réorganisations au sein de notre organisation éducation nationale. Pour vous, comment vous faites pour que chaque euro soit bien utilisé à l'éducation nationale? Quelles sont les réorganisations à opérer? Est-ce qu'on va donner plus de matière à certains profs? Est-ce qu'on va donner plus de pouvoir à certaines régions? Enfin, aux régions, pas à certaines, justement. Quelles sont les réorganisations à opérer pour faire que chaque euro va être utile à chaque élève? Mais si tout va bien, vous pouvez le dire aussi. Pardon, je commence par une question, mais à quelle aune est-ce que vous jugez de la réussite d'un système scolaire? Alors, on peut en parler juste après.
si vous voulez. Non, parce que ça répond à la question. Parce que quand vous faites la comparaison avec l'Allemagne et l'Angleterre, je vais vous dire, moi, à quelle aune je juge de cette réussite. C'est combien est-ce que vous avez d'enfants, d'élèves qui sortent du système scolaire avec des qualifications. Combien est-ce que vous en avez qui poursuivent des études dans l'enseignement supérieur. Aussi, Notre système scolaire, honnêtement, je ne dis pas que tout est parfait, mais ne va pas si mal quand on voit, par exemple, que dans l'enseignement supérieur, puisqu'on y est, vous avez un accroissement constant du nombre de jeunes qui font des études. Rien que cette année, à la rentrée universitaire, on a dénombré 30 000 étudiants de plus sur 2,5 millions. Donc ça veut dire que les jeunes en France poussent de plus en plus loin leurs études, et c'est très bien, et il faut le pousser. Après, c'est un système malgré tout qui ne va pas si bien que ça, parce que c'est vrai que vous avez quand même beaucoup de décrocheurs scolaires, vous avez les fameux 140 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification chaque année, et qu'on ne peut pas accepter ça, et qu'on doit pouvoir faire bien mieux, j'en suis persuadée. Pour répondre en une phrase, je pense que la solution qui nous permettra, au fond, pas tant de faire des économies, parce que ce n'est pas mon sujet, mais de mieux utiliser nos moyens, et faire réussir davantage d'élèves, c'est d'allouer de façon différenciée les moyens aux académies, parce qu'elles ne sont pas toutes dans la même situation. C'est-à-dire que les profils sociologiques, pour dire les choses rapidement, comme on sait que mais vous voulez dire malheureusement, clairement, rapidement, comme vous voulez. Malheureusement, la réussite scolaire est trop souvent corrélée à la situation sociale. Quand vous appartenez à une famille qui n'a pas les moyens de vous faire réussir, eh bien, vous ne réussissez pas, pour faire les choses rapidement, sauf exception. Eh bien, comme la réussite scolaire est corrélée à la situation sociale, il faut que l'éducation nationale apprenne à donner vraiment plus de moyens en nombre d'enseignants, en décharges horaires pour ces enseignants, pour qu'ils puissent se former davantage, travailler en équipe, en accueil des enfants avant l'âge de 3 ans, enfin tout ça. Donc que l'éducation nationale apprenne à donner plus aux territoires dans lesquels les difficultés sociales sont le plus présentes. Vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on a déjà fait depuis le début des années 80 avec l'éducation prioritaire. Sauf que moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. L'éducation prioritaire, c'est une chose, mais ça ne peut pas résoudre tout le problème qu'on a d'inéquité éducative. Donc l'éducation prioritaire, on est en train de lui donner encore plus de moyens, etc. C'est très bien, mais ça concerne les établissements qui sont vraiment les plus en difficulté sociale. Mais quid de tous les autres qui sont dans un entre-deux et qui subissent une espèce d'effet de seuil. Soit ils font partie de l'éducation prioritaire, ils sont très bien traités, enfin en termes de moyens, beaucoup mieux traités avec notre réforme, soit ils n'en font pas partie et du coup ils sont traités comme d'autres établissements beaucoup plus favorisés, alors qu'ils auraient quand même plus besoin de moyens. Est-ce que ce meilleur traitement financier leur permet d'avoir vraiment des meilleurs résultats ? Les ZEP, les REP Parce que c'est une bonne question d'allouer plus de ressources, mais est-ce que les ressources sont gages de réussite ? Si on prend les ZEP, que vous connaissez bien, donc, qui existent depuis le début des années 80, honnêtement, le bilan est plus que mitigé. Enfin, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin ici. La question, c'est est-ce que le bilan est mitigé parce que le principe même d'avoir des zones d'éducation prioritaire n'était pas si bon que ça ? Ou est-ce que le bilan est mitigé parce que, bien que le principe était bon, on n'a pas mis suffisamment le paquet dans les moyens accordés pour que ça ait des incidences réelles ? Le choix qui a été fait par notre gouvernement, mais peut-être qu'on y reviendra, moi je trouve qu'il faut toujours évaluer ces politiques. Le choix qui a été fait par notre gouvernement, c'est la deuxième option, c'est de dire le bilan est mitigé parce que le principe était bon, mais on n'a pas mis suffisamment les moyens. Et donc on met beaucoup plus de moyens dans la réforme que je suis en train de conduire, qui, grosso modo, à périmètre inchangé, je ne sais pas si je rentre dans les détails, mais grosso modo, on a 1080 zones d'éducation prioritaire aujourd'hui. Avec la réforme, on en aura toujours 1080, même si ce ne sera pas forcément les mêmes établissements, puisqu'on réactualise la carte. Donc, à périmètre inchangé, on augmente le budget qu'on y consacre de 350 millions d'euros. Donc autant vous dire que c'est des moyens qu'on va mettre, notamment sur une meilleure indemnisation des enseignants qui bossent là-bas, parce qu'il faut les fidéliser, les former, etc. Parlons de la rémunération des enseignants, puisque vous me tendez la main à ce sujet. On a fait une petite comparaison rapide sur la rémunération des enseignants en France et en Allemagne. Aujourd'hui, la formation des professeurs en Allemagne et en France sont à peu près similaires. Certes, les Allemands travaillent un petit peu plus, mais ce n'est pas dans une proportion gigantesque. Et on a en tout cas les professeurs français, un étudiant qui vient d'avoir son bac plus 5, parfois même qui est agrégé, qui débute sa carrière dans un lycée, va être payé aux alentours de 26 000 euros bruts par an. Un Allemand, lui, va être payé plus de 45 000 euros par an.
Donc quand on voit ce chiffre, on est absolument choqué de se dire de ces différences de traitement. Donc est-ce que vous envisagez à moyen terme, donc vous voyez les petits graphiques ici pour que tout le monde... Je comprends beaucoup mieux maintenant. Ouais, non mais ça, j'imagine que vous avez très bien compris depuis très longtemps, mais c'était pour... Et surtout le taux horaire, en fait, qui est assez intéressant. Vous voyez que le taux horaire, en fait, est largement différent, alors que M. Payon avait dit qu'il y avait une différence de 20%, enfin, ce qui est absolument réducteur. Donc, est-ce que vous envisagez à moyen terme d'améliorer le traitement des enseignants, et j'entends bien de tous les enseignants? Vous avez parlé des personnels du lycée. Oui, absolument. Non, en fait, notre sujet en France... on a plein de sujets en termes de rémunération des enseignants. D'abord, je suis d'accord avec vous. On a des enseignants quand même avec un niveau de qualification très élevé. Du coup, leur rémunération, franchement, laisse à désirer, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle laisse tout particulièrement à désirer dans le premier degré, maternelle primaire, quoi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'attaquer d'abord à ce sujet-là. On a fait un effort il y a quelques mois. On a donné une indemnité supplémentaire à ces enseignants du premier degré, qui est 400 € sur l'année. Honnêtement, il faut qu'on fasse mieux. Mais enfin, c'est juste pour vous dire qu'on a entrepris la démarche. Et puis, quand on pense éducation nationale, il faut arrêter de ne penser qu'aux enseignants, parce qu'il y a plein de personnels non enseignants qui bossent dans l'éducation nationale, et c'est très important. Et c'est pour ça que ce que j'ai annoncé hier, même si là encore les sommes peuvent paraître dérisoires, mais enfin, on est en période de crise, donc c'est quand même bien de faire l'effort. Quand j'ai dit qu'on donnait une prime de 100 € pour les catégories C et de 50 € pour les catégories B à tous les personnels non enseignants de l'éducation nationale, c'est très important aussi, parce que ça veut dire que on les prend en considération. Donc c'est peut-être un geste qui peut vous paraître minime, mais ça a du sens pour des personnels qui touchent honnêtement pas grand-chose. C'est vrai que les catégories C, c'est moins de 1 500 € par mois. Mais en même temps, si on reprend le budget de manière générale, vous avez dit tout à l'heure, le budget, faire des économies, c'est pas mon sujet. Mais finalement, donc là, on parle d'augmenter, éventuellement d'augmenter le salaire des professeurs. Mais vous êtes aussi en train de créer 60 000 postes. C'était la promesse de François Hollande quand Nicolas Sarkozy en avait supprimé 80 000. Il y a aussi cette question-là, la question du nombre de postes versus budget. Vous avez le premier budget du gouvernement. Quand je dis faire des économies, c'est pas mon sujet. Qu'on s'entende bien, c'est pas une façon de rejeter sur le principe l'idée de faire des économies. Moi, je soutiens complètement le gouvernement dans ses efforts d'économie, mais je pense que c'est tellement merveilleux que l'éducation nationale soit redevenue le premier budget de la nation. Mais vraiment, il faut en avoir conscience. Ça faisait des années qu'on désirait ça. J'ose espérer de la droite aussi, en fait. Pour le coup, je pense qu'il peut y avoir un consensus entre nous pour nous dire que c'est quand même mieux que ce soit l'éduc plutôt que les intérêts de la dette qui soient le premier budget de la nation. Vous n'avez jamais hésité à entrer dans, enfin, si je peux me permettre, à attaquer la droite sur le fait qu'ils avaient supprimé 80 000 postes, que les budgets avaient baissé. Oui, mais là, on parle en termes d'aspiration. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est d'accord que c'est mieux que le premier budget de la nation soit l'éducation nationale plutôt que les intérêts de la dette, par exemple? Bon, première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce que je dis les économies, c'est pas mon sujet principal? Parce que, par exemple, récemment, vous savez, quand j'ai parlé du redoublement, j'ai vu que certains observateurs se demandaient si on n'était pas, en voulant limiter le redoublement, en train d'essayer de faire des économies. Je vous réponds aussi clairement que je fais les choses. C'est vrai que le redoublement, outre son inefficacité avérée, etc., a par ailleurs un coût, clairement, puisque c'est une année scolaire de plus pour les élèves en question. Donc, à chaque fois qu'on pourra éviter ce redoublement et qu'on pourra utiliser l'argent ainsi économisé, non pas pour l'économiser dans l'absolu, mais pour payer de l'accompagnement renforcé de l'élève en question, pour qu'il puisse suivre les cours, avoir du rattrapage autant qu'il en faut, être suivi de façon individualisée et suivre sa scolarité sans redoubler. Voilà, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que le sujet n'est pas de chercher des économies. Dans l'éducation, le sujet, c'est de rendre le plus utile possible nos dépenses. Mais alors, du coup, si on... Ok, mais du coup, moi, sur le redoublement, je rebondis. Dans ces cas-là, ça fait... Vous êtes pour non, moi, j'avoue, j'ai jamais redoublé. Enfin, si, on en prépare. Mais, donc, ça fait 45 ans que ça sert à rien. Non, mais il y a des gens, vous trouverez toujours des gens pour qui ça a été une expérience... Non, mais vous trouverez toujours des gens pour qui ça a été une expérience utile. En revanche, je vous invite à lire, mais quand même, à un moment donné, il faut quand même croire les enquêtes et les études qui sont conduites. Pourquoi on s'en rend compte qu'en 2014, alors que ça fait des années qu'on sait que c'est pas très utile et qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont abandonné depuis des décennies?
Pourquoi nous, il nous a fallu qu'on attende Parce 2014 que représente une il économie est où de Jean-Michel 7 000 euros. Blanquer? Je le vois plus. Ah, il est là. Il pourra en témoigner. Je pense que, en fait, en France, face aux classements internationaux, PISA, etc., aux enquêtes nombreuses et variées qui nous comparent avec d'autres pays sur notre système scolaire, longtemps, on a préféré considérer que ces enquêtes n'utilisaient pas les bons critères, que c'était des évaluations, je sais pas, anglo-saxonnes ou autres qui... Oui, à l'essai qu'on connaissait les classements. Et du coup, on ne sait pas forcément, contrairement à l'Allemagne que vous évoquiez tout à l'heure, c'est vrai, l'Allemagne a fait un travail sur elle-même quand elle a eu de mauvais résultats PISA, assez important, il y a plusieurs années, qui donne des résultats aujourd'hui. Nous, on n'a peut-être pas forcément fait ce travail sur nous-mêmes en temps utile, donc on le fait maintenant. Et le redoublement, ça fait partie de ces questions qu'il faut qu'on se pose. Voilà. Et qu'on se pose de fait, parce que je confirme ici que du coup, on le limite pour faire en sorte que seuls les élèves dans des situations qui justifient vraiment qu'on recommence son année, par exemple plusieurs mois de maladie, d'absence, ça justifie qu'on recommence son année. Mais pour les autres, si on peut les aider à progresser et à continuer, c'est mieux. Alors, sans transition, parce que du redoublement à l'égalité, il n'y a pas vraiment de pont. En rapide, fait, si. mais Je ne veux pas vous faire perdre de temps, mais par ailleurs, le On a tout redoublement, notre c'est temps, quand Madame même... la ministre. Le redoublement, c'est quand même très intéressant. Je vous invite à aller voir, hein, là encore, toutes les enquêtes menées sur le sujet, mais il est aussi très corrélé au niveau social. Vous voyez, on redouble oui, plus non, mais souvent bien sûr. quand... Non, c'était donc pas ça veut dire quand je même... parlais sur le plan rhétorique, hein, bien sûr. D'accord. Non, bien sûr. Non, mais il y a une question. Vous avez parfaitement raison, Madame la Ministre. L'éducation nationale pourrait-elle être un relais pour favoriser le travail des femmes? On a reçu ici Clara Guémard, donc patronne de GE en France, General Electric, qui nous a dit qu'elle arrivait parfaitement à s'occuper de ses enfants lorsqu'elle rentrait du bureau le soir. Elle en a 7. Elle en a 7. Vous en avez 2. Et vous dites que votre mari est numéro 1 à la maison, dans une interview que vous accordez à elle. Est-ce que l'école... C'est ça l'égalité femmes-hommes, c'est quand les hommes se mettent à lire elle. Oui. J'adore. Sur votre blog, Madame la ministre. Nous l'avons eu la chance de le lire sur votre blog. On espère qu'on verra notre vidéo. On espère qu'on verra notre vidéo sur notre blog. Non, mais il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Est-ce que l'école a la capacité d'encadrer ses heures, enfin d'encadrer l'enfant en dehors de ses heures de classe? Et donc je reprends ma question tout à l'heure, pardon. Est-ce que l'école va permettre justement aux femmes de s'émanciper davantage? Ah oui, de toute façon, moi je pense que l'école, enfin moi comment dire, j'ai énormément d'ambition pour l'école. Vraiment, moi je pense que l'école, c'est le lieu où on apprend l'émancipation, c'est le lieu où on apprend pas seulement des connaissances, mais à devenir un futur citoyen. Et donc des valeurs aussi, et dans ces valeurs, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, et il y a la capacité à se projeter avec plein d'ambition, sans autocensure. Et donc moi je suis pour que l'école vous apprenne ça, évidemment. Justement, sur ce sujet, bon, je vais éviter ma question qui finalement n'est pas abordée parce que j'arrive pas à la formuler. Mais ce que je voulais dire, c'était de savoir si l'école allait pouvoir permettre aux mères de famille de travailler à travers la réforme des rythmes scolaires en particulier. Ah, oui, et voilà. Bon. On va tout de même rester sur ce thème de l'égalité que vous venez d'aborder, qui est très important, parce que sur ce sujet, on vous a accusé de tout. Non, mais pardonnez-moi, mais juste une chose quand même sur ce sujet. Enfin, je vous fais partager l'état de mes réflexions parce que je soulignais tout à l'heure, super. Je soulignais tout à l'heure qu'avant d'être ministre, j'avais été élue locale quand même. Ça compte un tout petit peu dans mon parcours. Tout à l'heure d'ailleurs, si vous voulez. Vous savez, moi, ça fait quand même des années, mais vraiment des années, que j'ai conscience d'un phénomène qui est à l'œuvre dans notre société et que les pouvoirs publics n'avaient en réalité pas pris à bras le corps jusqu'à présent. Le phénomène en question, c'est que oui, aujourd'hui, papa et maman travaillent. Qui s'occupe des enfants ? Pour dire les choses rapidement. Qui s'occupe des enfants? Et moi, j'ai eu à le vivre comme élu local, où je voyais bien que finalement, notamment dans la fameuse semaine de 4 jours qui existait avant notre réforme, qu'est-ce qu'on faisait des enfants le mercredi? Alors, vous aviez 3 solutions possibles. Soit maman arrêtait de travailler, hein, grosso modo, ou se mettait en 80% ou en temps partiel. C'est pas top pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. Soit famille avec quelques moyens, donc on payait cours de piano, etc. Tant mieux, c'est formidable pour les enfants concernés, mais bon, et les autres.
Et soit les autres, grosso modo, c'était les MJC, les centres sociaux du coin qui, quand il en existait, et heureusement que l'éducation populaire est là, les prenaient en charge en réalité à des tarifs à peu près acceptables. Mais bon, il n'y avait pas suffisamment de place pour tout le monde. Et donc tout ça plongeait dans l'embarras beaucoup de familles. Donc la réforme des rythmes scolaires, on a beau dire que c'est compliqué de s'y adapter, etc., le périscolaire, il faut encore que ça se mette en œuvre, mais c'est toujours un mieux par rapport à ce qu'on a connu avant la réforme des rythmes scolaires. Parce qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas obligés de trouver une solution pour la 5e matinée, puisque c'est 5 matinées de classe et plus 4. Les activités périscolaires, même si ce n'est pas 100% du territoire encore, malgré tout, il y a beaucoup plus d'enfants qui y ont accès que par le passé, à des tarifs soit gratuits, soit quand même beaucoup plus abordables que ce qui existait avant. Donc voilà, c'est quand même mieux. Et les enfants apprennent mieux, honnêtement, avec un temps mieux réparti, c'est un peu une évidence. Et moi aussi, le matin, je suis plus efficace. Ah oui ? Et moi aussi, en plus. Bon, alors, si on considère maintenant l'égalité nationale comme vecteur, comme facteur d'égalité et d'identité de notre société, de notre nation, on a vu là sur les dernières années que vous aviez été accusé vraiment à de nombreux égards de vouloir changer les petites filles en petits garçons, les petits garçons en petites filles. Il y a eu énormément de polémiques autour de l'ABCD de l'égalité. Nous, quand on a regardé Pearls avec Romain, c'est l'évaluation des enfants à la fin du CM1, donc leur capacité à lire, c'est le Reading Achievement. Reading Achievement, très bien. OCDE. Et en 2012, on se rend compte qu'il y a une forte domination des filles au détriment des garçons. Donc, est-ce que demain, le combat de l'égalité ne se fera pas pour que les garçons restent au niveau, et voilà, dont on sait aussi que les garçons sont majoritaires dans le décrochage scolaire. En réalité, on commence à avoir peur, Madame la Ministre. Mais vous avez tellement raison, et c'est pour ça, les garçons, qu'il faut que vous montiez dans le train du combat pour l'égalité femmes-hommes. Ne restez pas sur le quai, parce que bientôt, on le fera dans votre intérêt à vous. Vous comprenez ? Non, alors plus sérieusement... Mais Monsieur Sapin nous a dit la même chose il y a 6 mois. Non, mais plus sérieusement, je veux quand même dire que c'est vrai que quand on présente cette histoire de égalité filles-garçons à l'école de façon trop schématique, et j'avoue qu'à chaque fois qu'on s'exprime dans les médias, c'est forcément schématique parce que le temps est contraint. Donc quand on l'expose de façon trop schématique, on dit toujours mais les filles sont défavorisées parce que on les pousse moins à être ambitieuses, etc., etc. Si on avait un peu plus de temps pour exposer l'ensemble du problème, on rajouterait une phrase disant « Et les garçons, en vérité, s'en sortent pas mieux parce que, s'agissant des garçons, il y a des matières dans lesquelles on est moins exigeant avec eux et du coup, ils en pâtissent. La lecture. La lecture, on est moins exigeant avec les petits garçons à l'âge de l'apprentissage de la lecture, mais parce que tout ça, c'est des stéréotypes. Donc, de la même façon qu'avec une petite fille, on va être plus sévère si elle est indisciplinée qu'avec un petit garçon, parce que le stéréotype, c'est les filles doivent être disciplinées. Bon, les garçons, s'ils sont un peu indisciplinés, ça leur passera, c'est normal, c'est la nature qui veut ça. Et bien de la même façon, au moment de l'apprentissage de la lecture, je n'invente pas, vous plongerez là encore dans tout ce qui a pu être écrit sur le sujet, au moment de l'apprentissage de la lecture, on est moins sévère avec le retard pris par un garçon que celui pris par une fille. Résultat des courses, les garçons ont plus de retard. Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, en réalité, dans les décrocheurs scolaires qu'on évoquait tout à l'heure, c'est essentiellement, beaucoup plus des garçons que des filles. Donc les garçons, finalement, perdent aussi dans ces stéréotypes qui sont diffusés, confortés par l'école. C'est pour ça qu'il faut former les enseignants à avoir la même exigence, à développer les mêmes compétences, les mêmes appétences et les mêmes ambitions chez les filles et chez les garçons. Aujourd'hui, vous pensez que les enseignants de l'éducation nationale ont tendance à pas enseigner de la même façon ? Mais nous tous. Mais franchement, vous me demandez à moi, moi j'ai la chance d'avoir une fille et un garçon, et en plus c'est des jumeaux. Donc je peux vous dire, c'est un petit... Non mais c'est vrai. Et in vivo, en quelque sorte, moi-même, je transporte des stéréotypes avec moi, et je suis contente quand ma petite fille... Vous avez vu qu'on les a cassés ici. Entre parenthèses, les garçons sont en rose et les filles sont en bleu. On n'a pas fait exprès. Ouais, bravo. Non mais donc tout le monde transporte des stéréotypes avec soi, et tout le monde les transpose parce qu'on vit entouré de ça dans les médias, à la télé, au cinéma, etc. Et donc pour... ne pas les reproduire, en fait, ça demande à être formé. Voilà, ça ne veut pas dire que les enseignants bêtement reproduisent des stéréotypes alors qu'ils pourraient faire autrement. Ça veut dire que ça s'apprend à ne pas les reproduire. J'espère être claire. Je suis claire ? Alors vous, je crois qu'ils ont dit oui. Si quelqu'un trouve que c'est pas clair, on peut faire lever la main. Des notes.
Vous êtes la première femme ministre de l'Éducation nationale. On est passé à votre cabinet récemment avec Romain. On s'est rendu compte qu'il y avait cet immense tableau de tous ces hommes. Il n'y a pas encore Najat Vallaud-Belkacem en bas à droite. On espère que ça arrivera le plus tard possible. Ouais, merci, parce que c'est quand on quitte un Ah oui, gouvernement oui, que non, on nous l'a expliqué. C'est sûr, on espère. Et personne ne s'en était jamais rendu compte, en fait. Personne ne s'en était vraiment soucié du fait qu'il n'y ait pas eu de femmes sur ce grand tableau. Et vous êtes aussi ancienne ministre donc, du droit des femmes, Ève nous l'a dit tout à l'heure. Quelle est l'ampleur, selon vous, du combat à mener encore aujourd'hui en France sur ce sujet de l'égalité à l'école ? Quelle est son ampleur ? Parce qu'on a abordé tout à l'heure la question des stéréotypes, que ce soit de la part des parents, des professeurs, du tout à chacun. Moi, je pense que, en fait, vous avez parfaitement résumé le défi pour nous. C'est pourquoi est-ce que, aux yeux du plus grand nombre, disons, parce que moi je l'avais remarqué qu'il n'y avait pas de femmes à l'éduc, même avant d'y arriver. Mais personne ne s'en était soucié. Oui, pourquoi est-ce qu'aux yeux du plus grand nombre, l'absence de femmes au ministère de l'Éducation nationale passait inaperçue ? Parce que le réflexe de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore totalement installé dans nos esprits et dans notre vision des choses. Et moi, pendant que j'étais ministre des droits des femmes, pendant 2 ans, j'ai passé mon temps à installer ces réflexes, notamment dans l'administration, chacun à son niveau d'intervention. Mais par exemple, j'ai fait en sorte que à chaque fois que le gouvernement présentait un projet de loi ou un projet de décret, il y ait systématiquement une étude d'impact avant pour vérifier si par hasard le texte qu'on s'apprêtait à adopter n'allait pas creuser encore les inégalités dans tel ou tel domaine entre les hommes et les femmes, et par hasard comment on pourrait au contraire les résorber, ces inégalités, faire progresser l'égalité femmes-hommes. Deuxième type de réflexe que j'ai introduit dans l'administration, dans chaque ministère, on a fait nommer un haut fonctionnaire en charge de l'égalité femmes-hommes, ce qui permettait à chaque fois, de façon sectorielle, thématique, de se demander dans chaque ministère comment on pouvait faire progresser les sujets. Et ça a eu des résultats, hein. Concrètement, il y a plein de lois. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais il y a plein de lois qu'on a adoptées depuis 2 ans. La réforme des retraites, la réforme des scrutins locaux, la réforme de l'enseignement supérieur recherche, dans lesquelles on a introduit de la dose de parité, de la dose d'égalité, d'équilibre femmes-hommes. Et ça fait progresser le schmilblick. Le schmilblick. Oui, c'est une blague des années 80. À l'époque, le schmilblick. Ils dorment. Alors, pour réveiller la salle, puisque certains n'ont pas réagi, on va faire un petit intermède, Madame la Ministre. Alors, c'est un petit jeu qui va être très simple. On va vous projeter des photos sur cet écran. Ça sera ici pour vous dans la salle. Donc, réveillez-vous maintenant. Hein. Et vous allez devoir dire un mot, vraiment un mot, sur la personne qui est face à vous et qui, normalement, a marqué votre carrière politique ou en tout cas votre parcours dans son ensemble. Et que vous n'avez pas cité tout à l'heure. Et que vous n'avez pas cité tout à l'heure. Donc, Kylian, je t'en prie. Un mot. Il peut être sympa ou pas. Hein, comme Courage. Courage. On fait pas du... Attendez, point d'exclamation ou définition? Non, c'était un qualificatif. Courage à toi, courage. Et garde le courage. Vas-y, oui. On fait pas du stand-up, Madame la Ministre. Madame Royal. Bravo. D'accord. Pour sa loi de transition énergétique. Honnêtement, elle a super bien mené. Vous trouvez ça bien de rendre les autoroutes gratuites, vous, le week-end? Et écologiquement, est-ce que c'est bien ça? Et les contacts? C'est parce que non, bon, vas-y, on va pas parler de ça. Bref. Donc bravo. Alors là, c'est difficile, on m'a dit que. En fait, émotion. Émotion. Très bien. Bah oui, parce que moi, non, mais je peux pas en dire plus. Mais non, mais ça me rappelle quand même mes jeunes années, mes premiers pas dans la vie politique. 25 ans, oui. Et ça a été une chouette rencontre et j'ai appris beaucoup de choses. Alors, Monsieur Monod, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et a été le premier maître de stage de Madame Vallaud-Belkacem. Affection. Émotion, affection, bravo, courage. La soirée dans elle. Bon, next. Ah oui. Alors. Exigence. Ah, pas d'amour, par contre, là. Exigence, et il en faut. Parce que c'est une vigie permanente, Yvette Roudy. Enfin, je sais pas si vous l'avez jamais invitée ici, non? Non, malheureusement. Franchement, faites-le. Pourquoi? Non, mais parce que vous verrez, en fait, elle porte ce combat pour les droits des femmes. Ça a été la première ministre des droits des femmes sous Mitterrand.
Elle le porte. Après, je vous rappelle qu'en 86, le ministère des droits des femmes disparaît pendant 26 ans et il renaît en 2012 quand je le prends. Mais du coup, elle le porte, elle en est vraiment la protectrice, la garante, l'héritière. Voilà, et elle est formidable. Mais nous serons ravis d'avoir son adresse email, Juliette, si tu veux la prendre. Vous êtes, Ève l'a très bien dit, on le répète en permanence dans les médias, vous êtes un symbole de réussite scolaire, d'ascension sociale. Vous portez tout ça sur vos épaules et visiblement, parfois, vous en avez un petit peu marre d'incarner ce symbole. Mais en tous les cas, bravo et courage. Mais on imagine... Émotion et affection, émotion vous avez oublié. et Exigence, affection, exigence. bisous, kiss, lol. On imagine que, en même temps, on imagine que ça a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de raisons qui ont fait que Najat Vallaud-Belkacem est arrivée à ce poste. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que notre système scolaire va pouvoir permettre à chacun d'entre nous, dans cette salle, mais aussi... à nous deux surtout. À nous deux, voilà, en particulier, non, justement, à d'autres moins chanceux que nous, de devenir un jour ministre d'État, ministre de la République française. Et puis, les sous-questions pourraient être, est-ce que nous avons une politique de la discrimination en France? Ou laquelle doit-elle être? Bon, d'abord, Positive, de la discrimination positive. Moi, ce que je trouve bien, c'est que vous avez conscience d'être chanceux. Tout à fait. Oui, on a remarqué. Non, mais moi, je trouve ça très bien. Et ce, depuis le berceau. Non, mais attendez, je trouve ça très bien parce que je suis désolée, mais ça n'est pas le cas partout. Moi, je trouve qu'on vit dans un pays dans lequel, souvent, les gens qui ont en effet de la chance et du mérite, je pense que si vous êtes là, vous avez aussi beaucoup de mérite, mais comment dire, n'ont pas forcément conscience que malheureusement cette chance et cette opportunité d'exposer son mérite ou de réaliser son mérite n'est pas donnée à égalité à tout le monde sur le territoire français. Donc moi, je souffre vraiment de l'inégalité de notre système scolaire, des inégalités de notre système scolaire, et plus je me déplace d'un établissement scolaire à un autre, comme ministre, et plus je me dis, en fait, on n'a pas une école, on a des écoles. Avec des enfants qui ne sont pas mis pareillement en condition de réussir. Et ça tient pas simplement à une question monétaire, est-ce qu'on a de l'argent pour payer des activités périscolaires ou pas. Ça tient aussi au fait que les parents soient informés des possibilités d'orientation scolaire, qu'ils sachent quelles options choisir avec leurs enfants pour qu'ils soient dans la bonne filière, etc. Enfin, vous savez tout ça. Ça tient à tellement de conditions matérielles et culturelles qui ne sont pas partagées, qui sont inégalement réparties. Et donc, moi, toute mon action de ministre, c'est de créer les conditions pour que toutes ces informations, cette culture, cette connaissance qui vous permet de réussir, elle soit mieux partagée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, comment les créer? Par exemple, si on prend l'exemple de la bourse au mérite qui est supprimée, qui pouvait être une solution de discrimination positive, enfin de méritocratie en tous les cas. Mais... Enfin, comment les créer? D'abord, comment les créer? Par exemple, on est en train de réformer l'orientation en France. Ça, c'est l'occasion jamais de créer un vrai droit, un vrai accès à l'information partout sur le territoire. Mais bon, je reviens quand même sur votre... En sachant que la conseillère d'orientation est la personne la plus détestée dans les collèges. C'est pour ça qu'il fallait réformer. Mais je reviens à votre question sur les bourses au mérite. Qu'on s'entende bien sur les bourses au mérite. Quand vous avez un gouvernement qui consacre peu d'argent aux bourses étudiantes. Par définition, ce gouvernement, enfin pour ne pas le citer, c'est celui qui nous a précédés, ce gouvernement, par définition, va faire du tri sélectif pour savoir quels étudiants aider ou pas, puisqu'il a peu d'argent, donc peu d'argent à dépenser, donc peu d'étudiants à aider, donc tri sélectif. En l'occurrence, ce gouvernement, il va se dire autant aider au mérite, parce que comme ça, au moins, ça me permet de porter un discours facile sur l'effort, le goût du travail, etc., etc. Mais en réalité, le gouvernement en question, pendant ce temps-là, il se dédouane de sa responsabilité d'aider plein d'autres étudiants. Après tout, pourquoi est-ce que les étudiants qui ont bac mention bien, vous voyez, mais qui sont en difficulté sociale, seraient moins légitimes à être aidés? Bon, donc voilà quelle était la situation avant qu'on soit là. Notre gouvernement a décidé de mettre le paquet sur les bourses étudiantes. C'est pour ça que je suis un peu agacée, parce que je suis désolée, peut-être qu'on a un problème de communication, on est peut-être mauvais, mais on a mis le paquet, on a augmenté de 450 millions d'euros, 458 exactement, millions d'euros, les bourses étudiantes depuis 2 ans. Donc ça veut dire concrètement quoi? Qu'on en a augmenté le montant, qu'on a augmenté le nombre de bénéficiaires et qu'il y a notamment aujourd'hui 130 000 étudiants de plus qui bénéficient de bourses alors qu'ils n'en bénéficiaient pas avant parce qu'on les considérait comme étant de classe moyenne, etc. Et en fait, ils étaient tout à fait dans l'embarras. Maintenant, on peut les aider. À partir du moment où on aide plus d'étudiants,
On n'a pas besoin de faire le tri sélectif que faisaient les prédécesseurs. Et c'est pour ça que les bourses au mérite, en réalité, c'est pas qu'elles ont été supprimées, c'est qu'elles ont été redéployées. Mais les étudiants qui sont en difficulté sociale et qui ont bac mention très bien, ils sont aidés par nos bourses étudiantes, tout simplement, et des bourses étudiantes qui ont été revalorisées. Donc en vérité, voilà, je pense que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, plus d'étudiants aidés, les anciens boursiers au mérite qui continuent à l'être, sauf que ça s'appelle autrement, c'est bien meilleur que celle qu'on avait avant 2012. Alors, si on passe de l'autre côté, là on parle des étudiants qui sont aidés par des bourses. Moi, j'aimerais parler d'un sujet qui est la concurrence au cœur de l'éducation nationale, enfin en tout cas en dehors, à côté de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le supérieur, on en est aussi les premiers parfois clients. Les organismes privés de préparation au concours, mais aussi aux examens pour devenir médecin, kinésithérapeute, infirmier, mais même pour entrer en classe préparatoire, entrer en école, sont multipliés. S'ils permettent à certains de mieux préparer certains concours, de les intégrer, d'avoir leurs examens universitaires, ils sont surtout un symbole de l'accroissement des inégalités d'accès aux études. Parce qu'ils créent de fait une grande inégalité liée sur la ressource économique. Alors moi j'ai une question peut-être qui va vous déranger, mais qu'est-ce que vous pensez des enseignants de l'éducation nationale qui sont aussi professeurs dans ces entreprises et qui dispensent des cours particuliers à des tarifs parfois très élevés? Est-ce qu'ils remplissent leur mission en étant à la fois professeur d'éducation nationale et en même temps professeur dans des institutions privées où le droit d'entrée se fait au chéquier? Bon, d'abord, ils font le nombre d'heures qui est exigé mais ils font leur travail de l'éducation nationale. Donc, je veux dire, ça ne se fait pas au détriment des élèves qu'ils suivent par ailleurs dans l'éducation nationale. Moi, je ne voudrais pas qu'on présente ce cas de figure. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je ne voudrais pas qu'on le présente comme si c'était la généralité. Ce n'est pas vrai. Je vous parle de cas qui existent. Que ça puisse exister, que vous ayez des profs qui, à côté de leur enseignement classique, donnent des cours dans d'autres organismes. Oui, ça existe. Academia et compagnie, pour en citer des plus près de nous encore. Nous, ce à quoi on doit veiller, c'est à ce que les élèves, les étudiants, les élèves en l'occurrence, qui n'ont pas les moyens de se payer ces cours privés, puissent avoir accès quand même à un accompagnement. Donc on demande aux enseignants, par exemple, on évoquait les REP tout à l'heure, les réseaux d'éducation populaire, on va quand même dans notre réforme, on va décharger les enseignants de 1h30 d'enseignement par semaine, c'est-à-dire que pendant 1h30 par semaine, ils pourront se consacrer à faire autre chose, notamment de l'accompagnement. C'est 1h30 de présence devant les élèves qui leur est retiré. Voilà, de présence devant les élèves. Donc, mais sauf que pendant ce temps-là, ils doivent quand même être dans l'établissement et notamment faire du soutien renforcé aux élèves, recevoir les parents, enfin bref. Donc du coup, je pense que la meilleure façon de procéder pour exploiter le potentiel d'une certaine façon de ces enseignants, c'est aussi de leur laisser la possibilité de donner à voir tout ce qu'ils savent faire et pas simplement être devant une salle de classe. Voilà. On peut ouvrir juste une page de publicité sur le programme Pourquoi pas moi de l'ESSEC, PQPM, qui est un programme qui va parfaitement dans ce sens et qui vise justement, c'est des étudiants de l'ESSEC qui vont aider des étudiants issus des ZEP justement à obtenir, à avoir préparer les étudiants aux études supérieures. Secondaire. Ça commence dès la c'est très bien, ouais, je connais, c'est très bien. Que vous connaissez, mais on en reparlera un peu après aussi sur d'autres programmes comme Cap Métier. Je te laisse partir sur le financement des universités. Oui, parce qu'on parle souvent de l'autonomisation des universités avec la loi LRU en particulier. Donc on a connu le grand chambardement que ça a pu causer. Et ce processus d'autonomisation a connu un certain nombre de difficultés. Comment est-ce que vous voyez le financement des universités à 20 ans? Est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer ce même procédé dans le secondaire? Bon, d'abord, c'est un vrai enjeu. Parce que non, mais c'est une vraie bonne question, parce qu'on a à la fois une grande ambition de faire progresser de plus en plus le nombre d'étudiants en France, le nombre de jeunes qui poursuivent leurs études. Et en même temps, on voit bien qu'à un moment donné, les universités sont contraintes pour accueillir plus d'étudiants. On en a eu quelques exemples, y compris cette année. Il leur faut plus de moyens. Donc, comment on fait avec les contraintes qui sont les nôtres? Moi, je plaide pour que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'ailleurs,
sortent du calcul de l'endettement public. Vous savez, ce qui fait qu'on est dans les critères de Maastricht ou pas. Parce que ce serait pratique, ça. Enfin, je veux dire, on est loin d'avoir gagné ça et d'être arrivé là, mais j'estime que typiquement, c'est la dépense d'investissement pour l'avenir, c'est la dépense de préparation de l'avenir. Alors vous allez à Bruxelles par pour ça ? excellence. On va l'apporter, enfin moi je compte bien l'apporter en effet au niveau européen. Alors peut-être que ça prendra le temps que ça prendra avant qu'elle ait l'écoute nécessaire, mais honnêtement, je veux dire, tout nous démontre que quand on investit dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, eh bien, on a un retour sur investissement en termes de création d'activités et de niveau d'un pays, tout simplement, qui est sans commune mesure. Donc, ça se justifierait, tout comme ça se justifierait, pardon, je sors de mon champ un instant, pour les dépenses de défense, quand d'ailleurs le Premier ministre a eu l'occasion de le dire. Est-ce que M. Moscovici va vous aider ? En tout cas, moi, ce que je crois, c'est que si la France doit porter l'idée de sortir du calcul de l'endettement public des dépenses particulières, les plus légitimes sont celles de la défense, notamment lorsqu'il s'agit d'une défense de fait européenne, parce que quand on intervient au Mali, par exemple, ou ailleurs, on le fait en fait au nom de l'Europe, d'une certaine façon. C'est nous qui en supportons la charge, mais c'est pour la sécurité de tous nos voisins aussi. On est les gendarmes de l'Europe, on avait vu les dépenses d'enseignement supérieur, recherche. Voilà. Très bien, merci Madame la Ministre. Aujourd'hui, dans la compétition internationale des écoles et des universités, ici, vous savez, on est très attentif à toutes ces choses-là en tant que grande école, et parce qu'on a bien pris conscience qu'on était dans une compétition internationale. Les budgets, ils sont réellement le nerf de la guerre, et l'État, il prend parfois une part très importante. Alors nous, on se demandait si c'était vraiment encore aujourd'hui la mission de l'État de financer des écoles dans ce jeu-là. Et on a été frappé, j'imagine que vous aussi, par le rapport de la Cour des comptes sur Polytechnique. Qu'est-ce que vous avez à dire du fait que Polytechnique soit aujourd'hui un gouffre financier pour former des élèves qui coûtent très très cher et qui en fait ne servent plus tant que ça l'industrie française ? Alors, il faut que vous sachiez que pour le coup, ça relève pas de mon ministère en direct, sûr, ça relève de la Défense. Oui, bien sûr. Mais non, mais juste pour que vous compreniez que j'ai pas pu me saisir moi-même du sujet, sinon je l'aurais fait avec plaisir. Moi, je partage évidemment les conclusions du parlementaire, parce qu'avant la Cour des comptes, il y a eu un parlementaire qui a travaillé sur le sujet, un parlementaire de droite d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Je partage ses conclusions. Si les élèves de Polytechnique, une fois diplômés, partent directement dans le privé, il faut qu'ils remboursent leurs frais de scolarité, et c'est ce qui n'est pas mis en application aujourd'hui. Enfin, je pense qu'à un moment donné, quand les pouvoirs publics, quand la nation, avec nos impôts à tous, fait des efforts pour financer la formation de jeunes gens qui sont amenés ensuite à exercer une mission d'intérêt général et qu'ils partent vers autre chose, eh bien, ils doivent tout simplement rembourser les frais de leur formation. Voilà. Merci Madame la Ministre. Je ne sais pas si c'est... Si, on avance parce que le temps tourne. Alors, on va juste s'intéresser maintenant, on va s'intéresser, à l'éducation nationale comme un tremplin à l'insertion professionnelle en France, tout particulièrement à l'enjeu de l'éducation nationale comme un endroit où on se donne la capacité de créer de l'employabilité des Français et des Françaises tout au long de la vie. On sait bien aujourd'hui que ceux qui sont le plus touchés par la faible employabilité sont les décrocheurs. Et à ce sujet-là, Diego, élève à l'ESSEC et en service civique à l'ESSEC, aurait une question à vous poser. Il est juste là. Si on peut lui passer un micro, ce serait formidable. Merci Anaïs. Ce serait formidable. Vraiment. Anaïs. Et donc il y a beaucoup d'étudiants à l'ESSEC qui sont en service civique ? Diego va vous présenter l'intégralité. Alors, bonsoir Madame la Ministre. Non, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Pour l'instant, je suis le seul, mais il y a la signature de la convention qui va être faite dans pas longtemps, comme vous l'avez dit, et ça a vocation à se multiplier. Alors, moi je m'appelle Diego Daben, donc je suis étudiant en 5e année à l'ESSEC, à la Grande École, et je suis donc en service civique pour le programme Cap Métier que Romain a évoqué tout à l'heure. Le programme Cap Métier, c'est un programme qui est dans la continuité des autres programmes d'égalité des chances de l'ESSEC, comme une grande école pour moi, que manifestement vous connaissez. Alors, on l'a monté en janvier 2014 en partenariat avec l'école de la deuxième chance de Cergy. Et on s'appuie sur la complémentarité de nos compétences ici à l'ESSEC et là-bas à l'école de la deuxième chance pour accompagner et préparer au mieux les jeunes décrocheurs non diplômés, donc avec une basse ou voire pas de qualification, vers l'insertion professionnelle. Donc, moi la question que je vais vous poser, c'est sur l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, pour nous à l'ESSEC et pour eux à l'école de la deuxième chance,
c'est une voie efficace et surtout durable pour l'insertion professionnelle. Moi, en 9 mois de service civique, ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de ces jeunes veulent faire un apprentissage. Trouver un CFA, donc un centre de formation d'apprentis, c'est possible et souvent c'est facile parce qu'il y a beaucoup de place. Et voilà. Par contre, de l'autre côté, trouver un employeur qui est prêt à s'engager auprès d'un jeune qui n'a pas de qualification et donc passer du temps pour la formation et pour l'accompagnement, c'est très difficile. Et moi, dans les jeunes que j'ai suivis pendant ces 9 mois, parmi ceux qui étaient intéressés par l'apprentissage, la grosse moitié n'ont pas pu trouver d'employeur en 6 mois. C'est-à-dire qu'il leur a fallu plus de 6 mois pour trouver l'employeur. Et aujourd'hui, il y en a qui sont encore en train de chercher et donc qui ont raté la rentrée de 2014. Donc, ma question par rapport à ça, pour ces jeunes qui n'ont pas de diplôme et donc pas de qualification, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues par le gouvernement en général et par le ministère de l'Éducation nationale en particulier pour faciliter l'accès à l'apprentissage de ces jeunes? Merci beaucoup. Merci Diego. Merci. Bon, d'abord, le constat, je le partage complètement. Et c'est bien pour ça qu'on a, vous l'avez vu, hein, le président de la République a lancé un grand plan de mobilisation pour l'apprentissage avec des objectifs qui peuvent paraître ambitieux, mais c'est d'avoir 500 000 apprentis en 2017. Donc, on se donne les moyens, et notamment de régler le problème que vous avez évoqué, c'est-à-dire des employeurs qui soient prêts à prendre des jeunes en apprentissage. Ça passe par une aide financière qu'on a annoncée, 1 000 € par apprenti, qui a été annoncée il y a une dizaine de jours. Mais au-delà, je pense que ce qui fera vraiment évoluer la situation, c'est quand on arrivera à changer vraiment l'image de l'apprentissage. Et nous, l'éducation nationale, on a un rôle très important pour cela. Vous savez que dans l'éducation nationale, on a très peu d'apprentis, en fait. On en a 40 000 aujourd'hui, donc on s'est fixé comme objectif de passer à 60 000. On a peu d'apprentis parce qu'on ne valorise pas forcément suffisamment cette voie-là. On ne parle pas forcément aux élèves qui sont sous statut scolaire de l'existence de l'apprentissage. Et donc, on a décidé de faire en sorte que dans tous les outils, par exemple, d'admission post-bac, enfin d'orientation, d'affectation, etc., après la 3e ou après le bac, on évoque systématiquement l'existence de l'apprentissage pour inciter les élèves à l'envisager. On fait en sorte aussi que les jeunes, ce sera la réforme du collège qu'on va adopter dans quelques mois, et désormais dans leur passage au collège, ce qu'on appelle un parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde professionnel, donc qui va amener les jeunes à voir et à entendre parler d'apprentissage de façon systématique au moment du collège, ce qui leur permet aussi d'y penser alors qu'ils n'y avaient pas pensé. Donc voilà, donc on mène un certain nombre d'actions, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour tout simplement changer la culture et puis faire comprendre que l'apprentissage, en effet, ça peut être une super occasion pour le coup, parce qu'en termes d'employabilité, en termes de capacité des jeunes, on voit bien que les résultats sont vraiment là. Simplement, il faut que les parents le sachent, qu'ils y croient, qu'ils poussent leurs enfants, et il faut que les enfants aussi, ça puisse les attirer. Donc c'est à nous de communiquer aussi en ce sens. Donc là, on parle des décrocheurs scolaires, du décrochage pendant la période scolaire. Il y a un autre sujet qui est un peu moins, en tout cas connu de tous, c'est l'idée qu'on peut avoir décroché aussi par un mauvais premier diplôme. Un premier diplôme qui vous permet de trouver un emploi, mais qui vous bloque à un moment donné dans votre évolution professionnelle. Donc l'idée du décrocheur, ou en tout cas de la deuxième chance, est-ce que c'est pas aussi que l'éducation nationale, par l'université, mais aussi par des centres de formation peut-être nouveaux, puisse permettre une deuxième chance au cours de sa vie professionnelle? Aujourd'hui, l'ESSEC et beaucoup d'autres institutions proposent ce qu'on appelle de la formation continue. Elle est globalement réservée au cadre supérieur. Est-ce que demain, l'éducation nationale aura, en tout cas l'enseignement supérieur, aura pour enjeu de former les gens tout au long de la vie et pas seulement à la formation initiale? Je vous réponds, mais juste une chose d'abord. Quand on parlait d'apprentissage, on ne parlait pas forcément de décrocheurs, parce que je pense que c'est aussi ça qu'il faut changer. L'apprentissage, c'est aussi un truc d'excellence. Mais à l'ESSEC, on a beaucoup d'apprentis, vous savez. Oui, voilà, et d'ailleurs, ça se développe surtout en vérité dans l'enseignement supérieur, et ça peut conduire sur des débouchés très bien rémunérés. C'est aussi comme ça qu'on changera l'image de l'apprentissage. Tristan est apprenti. Ah oui, d'accord, ok. Vous en savez quelque chose. Pour répondre à votre question, moi, dans mes convictions profondes, on parlait de mes convictions militantes tout à l'heure, il y a notamment celle qu'on doit être capable
d'offrir à chacun les moyens d'une formation tout au long de la vie. On n'y est pas encore tout à fait, on essaye d'améliorer nos différents dispositifs. Il y a quand même une réforme qu'on est en train d'adopter qui nous conduit malgré tout vers ça et qui est très positive à l'éducation nationale. C'est l'instauration d'un droit opposable au retour en formation entre 16 et 25 ans. Lorsque vous avez décroché, par exemple à 16 ans, vous avez un droit plus exactement les pouvoirs publics ont le devoir de vous fournir une solution qui soit... Et ça marche le droit opposable, parce que pour le logement, c'est quand même une catastrophe, Madame la Ministre. Eh ben, là, en l'occurrence, ça marchera. Marchera. On se donnera les moyens que ça marche, parce qu'il ne s'agit pas d'un truc rigide. Il ne s'agit pas forcément que les décrocheurs en question reviennent sous statut scolaire, donc sur une chaise, dans une salle de classe, etc. On leur laisse le choix entre revenir en statut scolaire, se voir proposer une solution de stage, se voir proposer un apprentissage, mais c'est de la responsabilité de l'État et des régions, en l'occurrence, des pouvoirs publics, donc, que d'inventer, de créer ces opportunités pour qu'il y ait une solution et qu'il ne soit pas lâché dans la nature, le décrocheur en question. Et c'est pour quand la loi opposable, du coup le droit opposable? Là, c'est en fait, on l'adopte... on est en train de rédiger, c'est une question de semaine. C'est une question de semaine parce que je voudrais, c'est un décret, ça se fait sous forme de décret et je voudrais le sortir en même temps que notre plan de lutte contre le décrochage scolaire. Donc ce sera, je pense, public en novembre. Merci Maëlys. On a abordé en parallèle et face à cela la question des élites aussi. On se félicite aujourd'hui de notre prix Nobel français, donc Jean Tirole. Il y avait 2 prix Nobel français qui étaient Debreu et Allais. Donc Jean Tirole est donc le président de l'école d'économie de Toulouse. Il a fait des travaux sur la réglementation, en particulier eu égard aux oligopoles. Ça prouve tout de même qu'il y a une véritable dynamique de la recherche en France. Mais parallèlement à ça, les grands économistes français se sont expatriés. On peut citer Olivier Blanchard, qui est par exemple chief économiste au FMI. On a aussi Philippe Aguillon, qui est prof à Harvard, Esther Duflo, qui est prof au MIT et conseillère de Obama. Pourquoi n'est-elle pas conseillère de François Hollande? Et pourquoi ces chercheurs s'expatrient-ils? Est-ce que vous comptez les faire revenir en France? Et voilà, quelle est votre vision de la valorisation de la recherche en France? Écoutez, moi, je ne voudrais pas vous sembler exagérément optimiste. Je veux dire, je conviens tout à fait qu'on ait des difficultés, par exemple, en parlant des chercheurs. C'est clair qu'aujourd'hui, les doctorants ont une difficulté à trouver un débouché. Un financement déjà. Ouais. Déjà un financement pour un doctorant, c'est pas évident. Oui, un financement, mais même un débouché en termes d'emploi, parce que dans le public, il n'y en a pas suffisamment de débouchés, parce que dans le privé, dans les entreprises privées, on ne les embauche pas spontanément. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de problème. En revanche, là où moi, je n'accepte pas le discours un peu décliniste en permanence, c'est que... franchement, que nos chercheurs aillent à l'étranger, c'est une bonne chose, considérant que nous-mêmes, on accueille des chercheurs étrangers. Enfin, je sais pas, je regardais le CNRS tout à l'heure, par exemple, on accueille 30% de chercheurs étrangers. Et c'est très bien. Ça veut dire que du coup, on s'ouvre aussi à ce qu'ils sont capables de produire, d'inventer, ces chercheurs étrangers. Donc, sachons être fiers qu'Esther Duflo conseille Obama. Je veux dire, cherchons pas à être jaloux de nos prérogatives, de la vouloir à l'Élysée forcément. C'est très bien qu'elle conseille Obama. Et alors, si on prend une autre forme d'élite, même si aujourd'hui c'est plus véritablement une élite, mais si on prend les cadres, le BCG l'a prouvé assez récemment, 94% des cadres français rêvent d'expatriation, contre seulement 50% pour les Allemands. Qu'est-ce qu'on fait pour ces cadres-là? Et c'est les cadres qui ont entre 25 et 35 ans. Et pour le coup, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous en félicitez? Il n'y a pas de joker, attention. Non, mais c'est pas ça. J'étais en train de réfléchir au chiffre 94% des cadres français. C'est une étude c'est un sondage qui a été, une étude qui a été menée par le Boston Consulting Group il y a quelques semaines, et les répondants, en tout cas les gens qui ont répondu, qui étaient des cadres entre 25 et 34 ans, ont exprimé le fait que l'expatriation était vraiment une option pour eux dans les mois et les années à venir, et qu'ils l'envisageaient clairement pour leur carrière ou même pour toute la vie.
Oui, enfin, je veux dire, après, j'imagine que ça recouvre des situations et des aspirations très différentes, mais enfin, on peut quand même aussi se dire que c'est positif de savoir que les cadres français sont prêts à la mobilité internationale. Peut-être que ça veut dire qu'ils parlent mieux l'anglais qu'ils ne le parlaient il y a 15 ans. Peut-être que Bon, on a un toujours moins bien petit que les tableau Allemands. sur le Ouais. niveau d'anglais, on pourra en reparler si vous voulez. mais- Non, mais enfin, je veux dire, c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme si vous faisiez un sondage auprès des étudiants et que vous leur demandiez est-ce que faire Erasmus fait partie de vos projets. Je suis sûre que vous auriez 99% d'étudiants qui vous diraient ouais, j'en rêve. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ont déserté la France. Ça veut dire que c'est formidable d'avoir une expérience à l'étranger. D'ailleurs, je vais vous dire, parce que quand même, on en a quelques-uns tous autour de nous, de ces jeunes gens qui partent à l'étranger, etc. Vous faites le même constat que moi. Ils finissent quand même par revenir en France le jour où ils se mettent en ménage, qu'ils ont des enfants et qu'ils se disent quand même notre système social en France, c'était pas si mal. Ou notre fromage, plutôt. Ou notre fromage, C'est peut-être qu'une question de fromage, ou notre finalement. vin, ou voilà. On va entrer dans la dernière partie de notre interview et donc là on va essayer de regarder l'avenir, le futur de l'éducation nationale. Il y a 2 ans, dans votre fauteuil était assis Jacques Attali, très apprécié au Mardi de l'ESSEC, et il nous a dit qu'on savait effectivement, maintenant au XXIe siècle, soigner mieux, produire mieux, manger mieux, courir plus vite, mais qu'on ne savait pas enseigner mieux que depuis Aristote. Qu'il fallait toujours 2500 heures pour apprendre une langue, mais que la technologie... Bah oui, c'est Jacques Attali. Non, je suis admirative. Et que la technologie s'annonce comme le moyen de révolutionner l'enseignement. Donc vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, quelle technologie vous intéresse le plus? C'est quoi la prochaine étape en termes d'innovation numérique à l'école? Bon, d'abord, moi, je pense que le numérique est à la fois une formidable opportunité et que l'école ne peut pas passer à côté. Ne serait-ce que pour apprendre d'ailleurs aux enfants à en maîtriser les codes. Et quand je dis les codes, je ne parle pas que de la programmation informatique, je parle aussi des codes de l'information, de l'utilisation qu'on trouve de l'utilisation d'Internet, des informations qu'on trouve sur le web. Ensuite, moi je pense que donc c'est une formidable opportunité, mais c'est pas une révolution au sens où ça changerait profondément la donne. Et je crois pas que ça doive changer profondément la donne dans le sens où, par exemple, je crois pas qu'une machine va pouvoir Non, mais les remplacer MOOC, un enseignant. par exemple, Vous ne les croyez MOOC. pas à l'homme bionique annoncé par Google? Non, mais si on Un homme à puce, prend tout non simplement l'exemple des MOOC, l'ESSEC va en lancer 2 en particulier, c'est quand même un moyen extraordinaire d'assurer justement un enseignement égalitaire, parce que le plus universaliste possible, gratuit sauf Ouais, le non, coût mais moi je d'entrée, suis pour. Hein. Non, mais entendons-nous bien. Moi, je suis, enfin, je veux dire, je suis la Est-ce que vous ministre. allez vous emparer de Je suis la de ministre ces- qui de va ces outils-là précisément porter le grand plan pour le numérique et je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, hein, qui va consister dans les collèges, en l'occurrence, à introduire vraiment Tablette? des tablettes à la place des manuels, mais surtout une pédagogie différenciée qui sera permise par le numérique, parce que c'est surtout ça l'intérêt au-delà des manuels qui se transforment en tablettes, c'est surtout d'avoir des enseignants qui peuvent faire progresser les élèves dans une même classe de façon différenciée en fonction de leur retard, de leurs difficultés, etc. Parce que avec des outils pédagogiques rénovés, avec plus d'interactivité, un côté plus ludique, etc. Donc moi, je suis la première à être complètement convaincue, et on y travaille avec les éditeurs scolaires en ce moment même, et on va le porter avec enthousiasme. Le seul truc, c'est que je ne voudrais pas qu'on laisse entendre que l'introduction du numérique, du coup, va changer complètement la façon dont on enseignait. Je veux dire, autant à la fac, par exemple, c'est vrai que les MOOC, ça peut conduire à un cours inversé où vous prenez d'abord connaissance des informations sur Internet, etc., et ensuite vous discutez avec votre prof. Autant dans les petites classes ou au collège, il y aura toujours besoin de ce médiateur de l'information qu'est l'enseignant, et voilà, ça Il y changera aura pas. aussi une question de moyens pour déployer ce parc de hardware et en assurer la maintenance. De hardware, Enfin, ce de parc matériel informatique. Je suis apprenti chez IBM. Ouais, je Mais comprends. il y a aussi véritablement la question du déploiement, enfin des moyens qu'il va falloir Oui, non, mais allouer c'est clair. à ces nouvelles
Ouais. révolution numérique, si tant est qu'elle le soit. Donc c'est Ouais, un non, grand mais chantier. c'est complètement dans ma tête, dans notre tête. On est en train d'y travailler. En fait, on est en train de finaliser le. Je suis désolée, j'aurais adoré pouvoir vous l'annoncer en Non, mais c'est dans avant-première votre à tête. l'ESSEC. Allez-y, allez-y. C'est on- dommage, dans il aurait votre fallu tête. m'inviter peut-être dans 2 mardis, Mais- j'aurais été non, mais- capable de le faire, mais on est Madame en la train de Ministre, finaliser le Madame la Ministre, plan, vous revenez dans 2 mardis si vous voulez. le plan, le financement qui va avec, mais on a bien sûr bien à l'esprit que par exemple, avant de mettre des tablettes dans les établissements, il faut que les établissements soient connectés, tout ça, enfin tous ces trucs-là. Ouais. Bon, mais alors, au-delà des 2 prochains mardis, alors on a observé que la plupart des ministres de l'éducation sous la 5e duraient en moyenne 2 ans et demi. Ça a été le cas de vos prédécesseurs. Donc on va admettre que vous restiez encore une vingtaine de mois. Mais je vous Enfin, ai que dit vous que ma surviviez source jusqu'au d'inspiration, présidentiel. c'était Jean Zé. Ah oui, ouais. Mais bon, Jean Zé, c'était il y a longtemps maintenant. C'était il y a longtemps. Donc Et là, il puis, faudrait espérer il faut pas finir comme un lui. deuxième quinquennat. On va éviter peut-être, enfin, s'il vous plaît. Donc votre question, pardon. Du coup, Najat Vallaud-Belkacem, dans 2 ans et demi, qu'est-ce qu'on en retiendra? Dans 2 ans et demi, honnêtement, je pense que, enfin, on s'est déjà dit beaucoup de choses sur le numérique, sur lequel on vient de finir, etc. Mais la réforme que je serais particulièrement heureuse d'avoir réussi à conduire, c'est celle que j'évoquais en tout premier, et c'était pas par hasard, c'est la réforme de l'allocation des moyens. Ça peut vous paraître complètement barbare ce que je vous raconte comme ça, mais dans mon esprit c'est très clair, c'est que vraiment, pas seulement pour les réseaux d'éducation prioritaire, mais pour l'ensemble du territoire, on prenne davantage en considération la réalité sociologique du territoire et des établissements scolaires pour vraiment donner plus à ceux qui ont besoin de plus. Voilà. Et pour faire réussir... en fait, moi, je pense qu'on est capable, dans un pays comme le nôtre, de faire réussir tout le monde. Pas de la même façon, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre l'existence d'une élite, l'existence de l'excellence, etc. Mais je pense qu'on peut réussir aussi en dehors de l'excellence et qu'il faut nous donner les moyens de faire réussir chaque élève qui entre dans nos écoles, qu'on doit s'intéresser à ce qu'il devient une fois qu'il a quitté l'école, que l'école, ça ne doit pas être éthéré, à part, juste là pour faire du bachotage, mais préparer la réussite de chaque élève. Et la réussite, elle est professionnelle, elle est personnelle, elle est aussi citoyenne. J'y crois beaucoup et c'est pour ça que je redis que l'école, c'est aussi l'école de l'émancipation. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Avant que Tristan et moi ne nous effacions devant les questions de notre public, que j'imagine qui seront nombreuses, donc je vous invite tous à commencer à préparer vos questions, préparez-vous à lever la main. Et surtout, quand vous vous leverez, vous serez très gentil de vous présenter et de poser une question courte. Pas d'exposé, pas d'explication trop longue. Pas de jet de pierre. Pas de, oui, enfin, quelque chose de policé. Mais en attendant, Madame la Ministre, j'ai eu la chance de lire une biographie de vous qui s'appelle La Gazelle au pays des éléphants. Et j'ai appris que vous aviez une grande passion pour la chanson française. Donc je vais me permettre un dernier petit jeu, le fameux petit jeu des mardis qui vous est spécialement dédié. Et donc c'est un quiz musical. Donc Kylian, je t'en prie. Donc l'objectif, c'est de reconnaître les paroles qui vont être écrites juste devant vous dans quelques instants, normalement. Voilà. Chez toi, les fées soi-disant magiques ont loupé ton berceau. Oh, tu seras jamais notaire, pas de privilèges hérités. Et si t'as pas les papiers pour être fonctionnaire, tout seul apprends à fonctionner. Qui a Vous avez chanté ça? reconnu? Ouais, s'il y a des gens qui ont reconnu ici. Vous pouvez nous le chanter? Non, sûrement pas. Kylian, musique. Non, mais c'est ta chance, de Jean-Jacques Goldman. Bravo. Félicitations. Bravo. Voilà, donc c'était à l'époque où vous alliez le voir en concert, j'imagine, peut-être petite, lorsque vous aviez 10 ans. On a eu des choses terribles dans votre biographie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Mais Ça, j'avais c'est un pas très 10 beau ans. livre de table, Ah si, en Denis. 87, si, si. j'avais 10 ans, pardon. je crois. Hein. Après, on va dire que vous montez sur vos papiers. C'est terrible. Deuxième question. T'espères au moins qu'on te voit bien, t'espères au moins qu'on t'aime bien, t'espères au moins que sur le refrain, c'est toi qui tiens Bruel et Garou par la main. Vous êtes allé à leur concert au Zénith avec votre mari selon votre biographie. Page 43. C'est les Fatal Picard? Oui, Ah, génial. Oh, alors, Et alors la der des der, mais non des moindres. alors, juste, je le dis à tous ceux qui s'intéressent à l'éducation, il y a une chanson des Fatal Picard que je vous recommande qui s'appelle La sécurité de l'emploi. Mais vraiment, mais énorme. Énorme. Enfin, je le dis d'ailleurs à monsieur le recteur et tout. En fait, je l'ai réécouté récemment.
Je la connaissais depuis déjà bien longtemps. Elle doit dater, je pense, de 12-13 ans. Et je l'ai écoutée récemment et ça m'a fait bizarre parce que j'avais l'impression que donc c'est le quotidien d'un prof de collège qui est raconté dans cette chanson. J'avais l'impression que c'était tous les sujets dont on traite actuellement, lutte contre le décrochage, réforme de l'évaluation, réforme des programmes, qui étaient dans cette chanson déjà il y a 12 ans. Donc ça m'a un peu... je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas la première fois qu'on parle de réformer l'école, donc maintenant il faut vraiment y mettre les moyens pour le faire. Bon, et maintenant, Voilà, Tristan ça s'appelle la sécurité de l'emploi et elle est vraiment chouette et ils sont géniaux les Fatal Picard. Bon, attention, il y a la dernière question et à mon avis là, Tristan va vous poser Là, il y a tout à du fait une lourd. colle. Oh 244 vues sur YouTube. 244 vues sur YouTube, Madame la Ministre. Est-ce que vous savez ce que c'est? 244 vues 244 vues. Alors, ce n'est pas Madame la Ministre qui chante Mais c'est Madame la Ministre qui a écrit les paroles. pour les législatives de 2007. Et on a même retrouvé une petite photo de vous pendant ces législatives. Voilà, donc Madame la Ministre, candidate aux élections législatives de 2007, dans le Rhône. Voilà. Voilà, Bon, voilà. merci beaucoup. Hein. Si vous- En tout cas, nous vous félicitons puisque vous avez eu 3 sur 3, ce qui est très rare d'avoir 3 sur 3 au mardi. Certains ont 0 sur 3. Michel Sapin, Michel Sapin. Comment vous savez? qu'est-ce que vous lui aviez fait comme quiz? Oh non, je préfère pas en parler. C'était lui avez avec un posé- éléphant et des guitares, c'était plus compliqué. Non, on lui a posé des Non, questions alors- de littérature. Il est venu le temps pour nous de vous remercier infiniment, Madame la Ministre, d'avoir Merci. accepté notre invitation. Mesdames et Messieurs, merci aussi d'être venus aussi nombreux. Nous allons maintenant passer aux questions du Micro. public, évidemment. N'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, demain, il y a le deuxième tour des recrutements des Mardis de l'ESSEC. Donc, stress et courage, hein, puisque c'est le maître Et mot de bravo. cette soirée. Et bravo. Et Et exigence. n'oubliez pas aussi que le 4 novembre, nous aurons Cécile Duflot assise dans ce fauteuil. Et le 25 novembre, Pierre Gattaz. Il est temps de passer aux questions. Un mot sur Encore. Madame Duflot, Merci, peut-être Madame. Merci. Bonjour, je suis Clément, je suis créateur d'une start-up dans le numérique pour l'éducation nationale, justement, on aimerait. Et pour revenir sur le numérique, vous avez dit qu'il y avait des projets du numérique qui étaient en cours. J'aimerais savoir comment vous aimeriez faire intégrer les start-up et les entrepreneurs dans ces projets de numérique. Si oui, comment et dans quelle mesure? Voilà. C'est une très bonne question qu'on a complètement à l'esprit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend le temps de finaliser notre plan, etc. C'est parce qu'on veut créer une véritable filière de l'e-éducation dans laquelle on donne évidemment leur chance en particulier à nos entreprises et à nos startups. Et on ne se contente pas de commander des tablettes, pour dire les choses rapidement, auprès d'un grand fournisseur international. Et on a la chance en France d'avoir des entreprises, d'ailleurs, que ce soit sur la question de la fabrication des objets ou que ce soit sur la question des logiciels. Et puis, je pensais à autre chose, de l'édition scolaire. Donc, vous avez, je ne sais pas ce que c'est comme start-up exactement. Ok, vous nous laisserez vos coordonnées en fait, mais si on peut évidemment s'appuyer sur des startups comme celle-là. Vous êtes entrepreneur étudiant par ailleurs? Ah, c'est l'occasion de valoriser le fait qu'on a créé le statut d'entrepreneur étudiant. Bravo, ça se passe bien? Ah, d'accord. Il y en a ici qui l'ont pris le statut? Vous savez, ils sont jeunes. Hein. C'est pas encore suffisamment connu? Non, ou... c'est pas. Enfin, je sais pas quelle est l'année d'études des étudiants, mais ça dépend. Quand vous êtes en première année, vous arrivez à peine de prépa. C'est pas tout de suite que vous entreprenez. Ouais, Puis il faut dire qu'à l'ESSEC, on a aussi des magnifiques incubateurs qui vous permettent d'être entrepreneur, de valider de l'expérience professionnelle au sein de votre cursus, et aussi après, l'ESSEC vous accompagne jusqu'aux ventures. Peut même vous financer votre première start-up ici même à Cergy ou à la Défense sur notre autre campus, et demain à Singapour. #networking. #networking. Pioneering Spirit. 3i. D'accord. 3i. Au fond, Merci, bonsoir Madame la Ministre. Et donc Nicolas, première année de la grande école. Que pensez-vous du débat qui revient de temps à autre autour de la suppression des classes prépa au motif qu'elle serait un instrument de reproduction des inégalités sociales?
J'étais curieuse de voir si vous alliez l'applaudir ou le huer. Ou... Mais non, il ne se passe rien. Non, pardon. Non, pour vous répondre rapidement, je ne sais pas si ce débat est de retour, mais en tout cas, ce n'est pas un débat qui m'occupe personnellement. Moi, je trouve que c'est bien qu'on ait une vraie diversité dans les opportunités offertes aux étudiants. Je pense que la question qu'on doit se poser, c'est comment faire en sorte que tous les étudiants, quel que soit leur lieu de domiciliation, etc., leur niveau d'information, puissent vraiment accéder soit à l'université, soit aux classes prépa. Après, évidemment, en fonction des résultats aussi, mais déjà avoir l'information que les classes prépa existent. J'en profite du coup, esprit d'escalier, pour vous dire qu'on a adopté une mesure importante dans laquelle il est prévu que les 10% des meilleurs élèves de chaque lycée de France pourront accéder aux classes prépa. Donc c'est en train d'être mis en œuvre, donc c'est aussi une façon de soutenir un peu plus de diversité sociale, on va dire, dans l'accès aux classes prépa. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Bonjour Madame la Ministre, je suis Thomas Andro, donc je suis tout juste bachelier en 2014 et je suis ambassadeur à la toute nouvelle association des anciens des programmes d'égalité des chances de l'ESSEC, donc j'ai fait le programme PQPM. Et j'ai 2 questions pour vous. Que pensez-vous de la bourse au mérite européenne qui est en train d'être discutée et menée par des jeunes lycéens français? Et que pensez-vous du brouillard que produit le site APB, que j'ai eu l'occasion d'expérimenter il y a peu, et qui en fait, à mon avis, nuit aussi à la possibilité d'orientation plus tard? Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Parfois, on n'a pas forcément les personnes qui sont là pour nous aider. Et je remercie l'ESSEC de m'avoir bien aiguillé dans ce logiciel qui est assez compliqué, ma foi. Merci. Merci. Le logiciel, admission post-bac, c'est mieux que ce qui n'existait pas par le passé en réalité, mais c'est pas parfait, je suis d'accord avec vous. Il y a une évaluation qui est en cours pour améliorer le dispositif, y compris d'ailleurs pour, je le disais à propos de l'apprentissage tout à l'heure, pour avoir des informations plus diverses, faire apparaître les possibilités d'apprentissage, mais aussi plus compréhensibles, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de remontées sur le mode, c'est quand même pas très clair, pas très simple d'utilisation. Voilà. Pour les bourses au mérite, j'insiste sur une chose, je voudrais vraiment me faire comprendre. Moi, je ne suis pas hostile aux bourses au mérite. Je dis simplement qu'il y a des moments où, faute de pouvoir faire mieux qu'une bourse au mérite, on fait une bourse au mérite. Mais il y a des moments où on fait mieux qu'une bourse au mérite. Ce qu'on fait, c'est mieux qu'une bourse au mérite. Et donc, du coup, les boursiers au mérite, d'une certaine façon, sont noyés parmi les autres, mais ils sont toujours aidés. Et c'est une très bonne chose qu'ils soient aidés. Mais je n'ai pas d'hostilité philosophique contre les bourses au mérite. La preuve, c'est que quand je vous dis... j'ai encore moins d'hostilité devant le mérite. La preuve, c'est que quand je vous dis qu'on a adopté une mesure importante qui consiste à permettre aux 10% des meilleurs lycéens de France d'accéder avec la porte qui leur est ouverte dans les classes prépa et les filières sélectives, c'est bien qu'on reconnaît le mérite. Vous voyez, on sait reconnaître l'importance de ceux qui ont fait des efforts, du travail fourni, etc. Simplement, en matière de bourse, je trouve que quand on a la possibilité de faire profiter davantage de gens, c'est mieux que de faire du tri sélectif, c'est tout. Bonsoir Madame la Ministre, merci d'être venue. Donc, je m'appelle Grégoire Cailleux, je suis étudiant en 3e année au BBA. J'avais une question, j'étais au Canada donc en échange et là-bas ils ont des campus, ils ont vraiment cette tradition de campus qui permet plein d'innovations croisées entre par exemple des étudiants d'école d'ingénieurs en école d'informatique et des étudiants en commerce. En France on se spécialise directement soit après le bac soit après les classes préparatoires et du coup il y a beaucoup moins d'échanges entre les différentes compétences. Est-ce que vous pensez à certaines solutions pour faire évoluer ça? De manière générale, je suis d'accord avec votre propos. Je trouve qu'on se spécialise trop tôt, généralement, en France. En fait, on a, à mon sens, 2 problèmes. D'ailleurs, le premier, c'est celui que vous évoquez. On se spécialise trop tôt et ça conduit aussi à se fermer les horizons, que ce soit pour les élèves ou que ce soit pour les étudiants. Il n'y a pas assez de passerelles qui permettent de passer
d'un premier choix d'études à un deuxième choix d'études quand le premier ne nous a pas convenu. Donc on est en train d'essayer d'améliorer cela. Je ne rentre pas dans les détails. Et le deuxième sujet qui me saute un peu aux yeux maintenant, c'est qu'en France, par rapport à d'autres pays, en fait, on cherche trop à finir nos études trop vite, très vite. On a un sentiment d'urgence. Je veux dire, quand vous regardez, je sais pas, dans les pays nordiques qu'on prend souvent pour exemple, et franchement, il faut avouer qu'ils sont pas mal de ce point de vue-là. C'est très fréquent d'être encore étudiant à l'âge de 27 ans, 28 ans. Et nous, on a l'impression que si on n'a pas fini à 23 ans, c'est la catastrophe. Non, merci, Madame la Ministre. Pardon. Enfin bon. Elle Voilà. jusqu'à 25 au moins. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut aller vers un système où on se spécialise plus tardivement pour se laisser la chance de découvrir plein de choses au début, et puis où on est moins pressé par le temps. Mais bon, après se pose évidemment la question de comment on subvient à ses besoins quand on est étudiant pendant très longtemps. D'où la nécessité des bourses et d'où la nécessité que le maximum d'étudiants puissent bénéficier de bourses et pas seulement les plus méritants. Bonsoir Madame la Ministre, je m'appelle Tolga et j'ai une question sur le café des parents que vous avez mis en place le mois dernier. Je crois que vous en avez fait un le 15 septembre et un autre aujourd'hui. Alors je voulais savoir quels étaient les échos que vous en retiriez et si cela vous suggérait des pistes pour le futur. Oui, franchement, moi j'étais une convaincue de la première heure de la nécessité vraiment de travailler à rapprocher l'école et les parents. Parce que je pense qu'en réalité, il y a beaucoup d'échecs scolaires, beaucoup d'incompréhension avec l'école, etc., qui naissent du fait que beaucoup de parents, tout simplement, ne connaissent pas l'école, n'en comprennent pas les codes, le langage, les arcanes, et que du coup, la meilleure façon de servir leurs enfants et de leur permettre la réussite, c'est d'associer complètement ses parents à la vie de l'école, de leur expliquer ce qui s'y fait, comment on le fait, et d'en faire ce qu'on a appelé des coéducateurs à part entière. Et donc moi, je suis très attachée comme ministre de l'Éducation nationale. C'est pas du tout un sujet gadget. Pour moi, j'y crois sincèrement à ce qu'on crée les conditions, que les parents soient reçus dans les établissements scolaires, qu'il y ait un dialogue régulier avec les enseignants, et pas seulement au moment où on leur envoie les bulletins de notes, qu'on leur explique comment leur enfant peut progresser, comment ils peuvent y participer, qu'on les associe au choix d'orientation, qu'on les informe sur le panel des possibilités existantes, etc. etc. Donc du coup, pour matérialiser cette ambition qui est la mienne, c'est vrai que j'ai ouvert les portes du ministère une fois par mois, et c'était aussi le cas ce soir, à des parents entre guillemets lambda, c'est-à-dire des parents qui ne sont pas forcément des représentants élus, même s'il y en a généralement, mais des parents venant d'un peu partout en France, de différents établissements scolaires. Et franchement, la discussion à chaque fois est passionnante parce que... Ils ont trouvé je sais pas. Et la discussion avec eux, la discussion avec eux est passionnante parce que ils ont tout simplement, franchement, une expertise de ce qu'est l'école, de comment elle pourrait s'améliorer, qu'on trouvera pas ailleurs, ou en tout cas différemment, quoi. Il y aurait pas un café des profs, ce serait pas possible, ça? Mais non, mais les profs, c'est tous les jours qu'ils participent. Et un goûter des élèves. Tiens, d'ailleurs, on a suffisamment parlé de cette demi-journée de consultation des profs pour que vous sachiez que les profs, c'est tous les jours, bien sûr, qui sont associés à la réforme de l'éducation, etc. Les parents, c'est moins évident. Il y a ceux qui savent comment entrer dans l'école, il y a ceux qui savent pas, il y a ceux qui mettent en cause l'autorité des enseignants, et tout ça, c'est très problématique. Il faut absolument qu'on lutte contre ces phénomènes. Et le pire, c'est que quand on donne la parole aux parents, franchement, ils ont énormément de choses à nous apprendre, y compris sur notre propre fonctionnement, les moyens de l'améliorer. On évoquait ce soir, par exemple, y compris les questions de numérique. D'ailleurs, on évoquait ce sujet avec des parents qui, pour certains, dans leurs établissements scolaires, avaient déjà fait l'expérience d'avoir du matériel informatique, etc. Et ils avaient des retours qui sont passionnants, que personne d'autre jusqu'à présent ne nous avait fait, et qui vont améliorer notre plan numérique. Et ça vaut pour tous les sujets qu'on pourra aborder dans l'éduc. Dernière. Non, on avait dit... Non. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Nous obéissons, Madame la Ministre. Désolée. Merci beaucoup. Merci.